Le soir où ma tante a levé son verre à la mémoire de mamie, elle avait déjà vendu sa maison dans mon dos. Et moi, j'étais censé signer le papier qui rendait tout ça légal. Je m'appelle Aubert, j'ai 36 ans, et depuis presque 4 ans, je vis dans la maison de ma grand-mère, à quelques rues du centre de Melun, celle avec le vieux portail vert qui grince même quand on essaie de l'ouvrir doucement. Au départ, je devais juste venir l'aider quelques semaines après sa chute, le temps qu'elle se remette, qu'on installe une barre dans la douche et qu'on trouve une aide à domicile fiable. Puis les semaines sont devenues des mois. Je suis électricien à mon compte, donc j'arrivais à m'organiser entre mes chantiers, ces rendez-vous médicaux, les passages de l'infirmière, la pharmacie, les courses au marché et les petits trucs du quotidien, comme réparer encore une fois la chasse d'eau ou lui ramener ses yaourts préférés. Dans ma famille, tout le monde trouvait ça très pratique que je sois sur place. Jusqu'au jour où la maison a commencé à valoir plus cher que ma présence. La maison de Madeleine n'avait rien d'un château. Une maison ancienne, un peu de travers, avec une cuisine carrelée froide en hiver, des volets bleus qu'il aurait fallu repeindre depuis 10 ans, un escalier qui craquait à la 3e marche et une chaudière qui décidait de se mettre en sécurité toujours le dimanche soir. Au fond du jardin, il y avait une petite dépendance où mon grand-père rangeait autrefois ses outils. Et près du mur mitoyen, un cerisier malade que je refusais d'abattre parce que ma grand-mère disait toujours qu'il avait encore 2 printemps devant lui. Madeleine notait tout. Elle avait des carnets à spirale rangés dans le buffet de la salle à manger. Pas des journaux intimes, plutôt des petits registres de vie. Aubert a réparé le volet du salon, pensé café moulu, kiné mardi 15h, remercier Madame Colin pour la soupe. Elle écrivait avec une précision presque administrative, même quand ses mains tremblaient. Quand je râlais parce qu'elle gardait toutes les factures EDF depuis 2009, elle me répondait, un papier, ça ne prend pas la parole tout seul, mais le jour où il faut parler, il parle mieux que nous. Je levais les yeux au ciel. Elle souriait, contente d'avoir eu le dernier mot. Pendant ces dernières années, les visites familiales étaient rares. Françoise, ma tante, fille aînée de Madeleine, appelait surtout pour savoir si tout était bien organisé. Elle avait cette voix lisse des gens qui veulent avoir l'air concernés sans jamais se salir les mains. Elle demandait si le dossier APA était à jour, si la mutuelle remboursait bien, si la maison n'avait pas trop de frais. Elle finissait toujours par dire qu'elle viendrait bientôt, puis bientôt devenait le mois prochain, et le mois prochain devenait jamais. Patrick, mon oncle, passait à Noël ou quand il avait quelque chose à récupérer dans le garage. Il arrivait les mains vides, embrassait ma grand-mère sur le front, restait 20 minutes debout dans la cuisine avec son manteau sur le dos, puis repartait avec 2 bouteilles de vin de la cave ou une rallonge électrique qu'il ne rendait jamais. On ne vient pas souvent, c'est vrai, disait-il, mais on pense à elle. Madeleine ne répondait pas. Elle regardait sa tasse. Ma mère, Nathalie, venait plus souvent. Elle n'était pas méchante, ma mère. C'est peut-être ce qui m'a longtemps empêché de lui en vouloir. Elle passait avec un sac de clémentines, faisait un peu de rangement, parlait de la météo, embrassait Madeleine, puis repartait avant que les vraies conversations commencent. Elle avait toujours une raison, son travail à la mairie, un rendez-vous, les courses, la fatigue. Elle détestait les conflits, surtout avec Françoise. Dans cette famille, son rôle avait toujours été de calmer les autres, même quand ça voulait dire laisser quelqu'un seul au milieu du feu. Quand Madeleine est morte, un matin de février, la maison est devenue silencieuse d'un coup. Pas seulement parce qu'elle n'était plus là. C'était plus précis que ça. Il n'y avait plus le bruit de sa canne contre le carrelage, plus France Bleu dans la cuisine, plus sa voix qui m'appelait depuis le salon pour me dire que la bouilloire faisait un bruit bizarre. Les premiers jours, je n'ai presque rien touché. J'ai prévenu les pompes funèbres, appelé ma mère, retrouvé le livret de famille, sorti les papiers d'assurance obsèques du tiroir où elle m'avait dit de chercher. À l'enterrement, tout le monde a pleuré correctement. Françoise avait un foulard noir, Patrick la mâchoire serrée, Benoît, mon cousin, le fils de Françoise, un costume trop ajusté et un téléphone qu'il consultait entre 2 poignées de main. Après la cérémonie, devant le cimetière, Françoise m'a pris les 2 mains. Tu as été là pour elle, Aubert. Personne ne pourra t'enlever ça. Sur le moment, j'ai cru que c'était sincère. 3 jours plus tard, elle a proposé un repas familial ou pour se serrer les coudes. Chez Madeleine, évidemment. Elle avait insisté, ce sera plus simple. Et puis ça nous fera du bien d'être ensemble dans la maison. Je n'avais pas l'énergie de discuter. J'ai acheté une quiche chez le traiteur, fait une salade, sorti du fromage trop tôt parce que je n'avais plus la notion du temps.
Ma mère est arrivée la première, avec un gâteau aux pommes. Elle m'a trouvé dans la cuisine, les mains sur le plan de travail, incapable de décider si je devais mettre des assiettes plates ou creuses. Tu tiens le coup? Je fais ce qu'il y a à faire. Elle a hoché la tête. Elle a voulu dire quelque chose, puis elle s'est contentée d'ouvrir un placard. Françoise est arrivée avec Patrick et Benoît. Ils parlaient bas dans l'entrée. Quand je les ai rejoints, ils se sont tus trop vite. Je me suis dit que j'étais fatigué, que je voyais du calcul partout parce que je dormais mal. Mais au repas, quelque chose sonnait faux. Tout était trop poli. Françoise avait placé les chaises comme pour une réunion. Patrick évitait de regarder les murs. Benoît avait posé une chemise cartonnée à côté de son assiette, comme si c'était normal d'apporter un dossier administratif à un repas de deuil. Au dessert, Françoise a levé son verre. Sa main tremblait légèrement. Pas comme quelqu'un submergé par le chagrin. Plutôt comme quelqu'un qui a hâte que la partie délicate soit terminée. À maman, a-t-elle dit. Et à nous. Il faut qu'on reste unis. On ne va pas se déchirer pour des briques et des tuiles. J'ai senti mon dos se raidir avant même de comprendre. Benoît a posé sa cuillère, essuyé sa bouche avec sa serviette et ouvert la chemise. Justement, pour éviter que les choses traînent et que ça parte dans tous les sens, j'ai préparé un petit document. Rien de compliqué. C'est une base amiable. Il a sorti plusieurs feuilles avec des post-it jaunes. Certains indiquaient déjà « Signature Aubert ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Un accord de principe, a répondu Françoise. Pour la maison. Patrick a soufflé comme si la question était ridicule. On ne va pas faire semblant. Il faut vendre. C'est trop grand, trop vieux, trop de frais. Et puis chacun doit récupérer sa part. Je les ai regardés un par un. Vendre? Benoît a pris son ton de médiateur, celui qu'il utilisait déjà quand on était adolescent et qu'il voulait qu'on croie qu'il ne choisissait aucun camp. On sent tous que tu es très attaché à la maison. C'est normal. Mais ça ne peut pas bloquer une famille entière. L'idée, c'est de faire quelque chose d'équitable, sans frais inutiles. Il y a déjà eu une estimation. Un acquéreur s'est montré intéressé. On évite l'indivision qui dure des années. Les tensions, les histoires. Une estimation faite par qui? Françoise a eu un petit sourire patient. Aubert, ne prends pas ce ton. On essaie juste d'éviter que ça devienne sale. Je demande qui a fait estimer la maison. Une agence locale, a dit Patrick. Ce n'est pas un crime. Et vous l'avez fait sans me prévenir? On n'allait pas te déranger avec chaque détail, a dit Françoise. Tu avais déjà assez à gérer. Ce genre de phrase, dans sa bouche, ressemblait à une caresse posée sur une gifle. Benoît a poussé les papiers vers moi. Tu signes là, là, et là. Après, franchement, tu seras tranquille. On prévoit 6 semaines pour libérer les lieux, c'est raisonnable. Si tu as besoin d'aide pour trouver un appartement, on peut regarder. J'ai fixé les post-it. J'entendais encore ma grand-mère me dire de ne jamais signer un devis sans lire les petites lignes, même pour changer un ballon d'eau chaude. Je ne signe rien ce soir. Le silence est tombé aussitôt. Pas un silence de surprise. Un silence de contrariété. Patrick a reposé son verre trop fort. Tu ne vas pas jouer au châtelain maintenant. Je ne joue à rien. Je veux lire. Et consulter quelqu'un. Françoise s'est redressée. Consulter quelqu'un? Tu ne vas quand même pas faire venir un avocat contre ta propre famille? Je ne refuse pas de discuter. Je refuse de signer un papier que je n'ai pas compris. Benoît a gardé son calme, mais ses yeux ont changé. C'est standard, Aubert. Vraiment. On essaie d'être factuel. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je prenne le temps. Ma mère n'a rien dit. C'est ce que j'ai remarqué le plus. Pas les soupirs de Patrick, pas le visage fermé de Françoise, pas le stylo que Benoît faisait tourner entre ses doigts. Ma mère a regardé son assiette, comme si les miettes de tarte pouvaient lui donner une solution. Après leur départ, j'ai rangé la cuisine mécaniquement. Les tasses dépareillées de Madeleine étaient encore dans l'évier. Je les ai lavées une par une. À minuit passé, mon téléphone a vibré. Benoît avait réactivé un vieux groupe WhatsApp familial qu'on n'utilisait plus depuis des années.
Le nom était devenu Succession Madeleine. Premier message, je pense qu'il faut qu'on reste factuel et qu'on évite les réactions à chaud. Certains ont besoin de temps, mais la famille ne peut pas rester bloquée indéfiniment. Puis Françoise, personne ne veut mettre Aubert dehors. On veut juste que les choses soient correctes pour tous. Patrick, on a tous une vie, nous aussi. J'ai tapé une réponse, effacé, recommencé, posé le téléphone. J'avais envie d'écrire que leur vie n'avait jamais inclus les nuits où Madeleine confondait la salle de bain avec la cuisine, les allers-retours aux urgences de Fontainebleau, les rendez-vous avec l'assistante sociale, les volets bloqués en plein janvier. Mais je savais déjà que dans un groupe WhatsApp, la vérité devient vite un bruit parmi d'autres. Le lendemain, ma tante m'a laissé un message vocal. Je ne veux pas faire d'histoire, mais tu dois comprendre que ton attitude fait beaucoup de peine. Maman aurait détesté nous voir comme ça. À un moment, il faut penser à tout le monde, pas seulement à ton confort. Mon confort. C'était donc ça, les 4 années à dormir d'une oreille parce que Madeleine pouvait tomber en allant aux toilettes. Ma mère m'a appelé le soir. Je comprends ce que tu ressens, m'a-t-elle dit, mais essaie de ne pas braquer ta tante. Elle veut que je signe pour vendre la maison où j'habite. Elle est sous pression aussi. Sous pression de quoi? Un silence. Tu sais comment elle est, ta tante. Cette phrase, je l'avais entendue toute ma vie. Elle servait à excuser les remarques, les décisions imposées, les repas gâchés, les portes claquées. Tu sais comment elle est. Comme si le caractère de Françoise était une météo, pas une responsabilité. Les jours suivants, la pression a monté par petites touches. Un message ici, un appel là. Benoît me demandait si j'avais avancé dans ma réflexion. Patrick m'a envoyé, fais pas durer pour rien. Françoise a écrit dans le groupe, on est tous peinés par cette attitude. Personne ne disait clairement, signe. Tout le monde construisait autour de moi une pièce où ma seule sortie honorable était d'obéir. Puis Patrick est venu sans prévenir. C'était un jeudi matin. J'étais en train de préparer mon matériel pour un chantier à Damary-les-Lys quand j'ai entendu le portail grincer. J'ai regardé par la fenêtre. Patrick entrait avec un homme en manteau beige, tablette à la main. J'ai ouvert la porte avant qu'il sonne. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Patrick a pris son air impatient. « Détends-toi. On vient juste prendre quelques mesures. » L'homme m'a tendu une carte. « Bonjour, monsieur. Agence Val-de-Seine Immobilier. On m'a dit que la signature n'était plus qu'une formalité. » J'ai regardé Patrick. « Qui vous a dit ça ? On ne va pas refaire le débat sur le pas de la porte, a-t-il répondu. L'agent, gêné, a essayé de sourire. L'idée, c'est surtout d'évaluer le potentiel. La surface est intéressante, et avec la dépendance au fond du jardin, il y a peut-être une division parcellaire à envisager. La dépendance. Je n'ai rien laissé paraître, mais quelque chose s'est aligné dans ma tête. Cette petite bâtisse ne se voyait pas depuis la rue. Même certains voisins ne savaient pas qu'elle existait. Si l'agent en parlait, c'est qu'on lui avait fourni des détails précis. Pas juste une estimation. Un dossier. Vous allez sortir, ai-je dit. Patrick a ricané. Pardon ? Vous allez sortir de chez moi. Maintenant. De chez toi ? Tu t'entends ? Je me suis tourné vers l'agent. Je n'ai donné aucune autorisation pour une visite, aucune autorisation pour des mesures, et je n'ai signé aucun mandat. Je vous demande de partir. L'agent a rangé sa tablette en 2 secondes. Bien sûr. Je suis désolé, je pensais que... On y va, a coupé Patrick, furieux. Mais tu vas devoir redescendre. Quand le portail s'est refermé derrière eux, mes mains tremblaient. Pas de peur. De colère tenue. Je suis resté debout dans l'entrée, sous le porte-manteau où le foulard de Madeleine pendait encore, et j'ai compris que ce n'était pas une succession mal gérée. C'était quelque chose de préparé. J'ai commencé à fouiller les papiers ce soir-là. Au début, je cherchais des factures de travaux. Je voulais retrouver ce que j'avais payé moi-même, le remplacement du tableau électrique, les réparations de toiture, le devis du plombier, les achats de matériaux chez Leroy Merlin. Madeleine classait tout par année dans de vieux classeurs. Sur les tranches, elle collait des étiquettes au stylo, EDF, impôts, assurance habitation, chaudière, santé, maison. Dans le classeur EDF,
derrière des relevés jaunis et une garantie de chauffe-eau, j'ai trouvé une enveloppe crème, plus épaisse que les autres. L'adresse était celle de Madeleine. L'expéditeur, étude de Maître Legrand, notaire à Melun. Je me suis assis à la table de la cuisine avant de l'ouvrir. J'avais cette sensation absurde de faire quelque chose d'interdit, alors que j'étais entouré de papiers qu'elle m'avait souvent demandé de ranger. À l'intérieur, il y avait la copie d'un acte avec des mots que je connaissais mal, donation partage partiel, nue propriété, réserve d'usufruit. Il y avait aussi une feuille pliée en deux, écrite de sa main. J'ai reconnu son écriture avant même de comprendre ce que je lisais. Aubert, si on te fait croire que tu dois demander pardon pour rester ici, va voir Maître Legrand avant de répondre. Ne signe rien sous pression. Les gentils aussi ont le droit de se défendre. Mamie. Je suis resté longtemps immobile. La maison ne faisait aucun bruit, sauf le vieux réfrigérateur qui se déclenchait par à-coups. Je n'ai pas pleuré tout de suite. C'était plus profond que ça, plus lent. Comme si, pendant des semaines, j'avais cru être seul dans une pièce, et qu'une main venait soudain se poser sur mon épaule. Le lendemain matin, j'ai appelé l'étude notariale dès l'ouverture. La secrétaire m'a proposé un rendez-vous 2 jours plus tard. J'ai passé ces 2 jours à ne presque pas répondre aux messages. Françoise a envoyé « Ton silence devient inquiétant. Benoît, on ne peut pas avancer si tu refuses le dialogue. Patrick, tu fais perdre du temps à tout le monde. » Je faisais des captures d'écran, sans trop savoir encore pourquoi. L'étude de Maître Legrand se trouvait dans un immeuble ancien près du tribunal. La salle d'attente sentait le papier, le café froid et le produit pour parquet. Il y avait une carafe d'eau sur une petite table, des magazines datant de l'année précédente et une horloge qui faisait trop de bruit. Maître Legrand m'a reçu sans chaleur excessive, mais sans froideur non plus. Un homme mince, lunettes fines, costume sombre, voix posée. Il avait devant lui un dossier déjà ouvert. Je vais reformuler simplement, m'a-t-il dit après avoir vérifié mon identité. Votre grand-mère avait conservé l'usufruit de la maison jusqu'à son décès. Mais elle vous avait transmis la nue propriété d'une partie essentielle du bien par donation partage partiel. Cela a été fait légalement, publié, enregistré. Donc la maison n'est pas simplement dans la succession? Pas comme certains semblent vouloir vous le présenter. Il a tourné quelques pages. Les autres héritiers ne sont pas exclus de tout. Il existe des droits, des comptes à établir, des éléments successoraux à traiter. Mais ils ne peuvent pas vendre ce bien sans votre consentement. Et certainement pas vous faire signer, dans l'urgence, un document dont vous ne comprenez pas les effets. Je lui ai montré les papiers sortis par Benoît au dîner. Il les a lus en silence. Son visage n'a presque pas bougé, mais j'ai vu ses sourcils se rapprocher légèrement. Ce document, a-t-il dit, est présenté comme un accord amiable. En réalité, il contient une renonciation transactionnelle très large, une clause de non-recours et une cession de droits à prix minoré. Vous auriez abandonné des garanties importantes. J'ai senti une chaleur me monter au visage. Il savait? Maître Legrand a pris le temps de répondre. Votre grand-mère avait évoqué ces dispositions avec certains membres de la famille. Je ne peux pas vous dire précisément ce qu'ils ont compris ou retenu. Mais elle n'a pas improvisé. Elle avait parfaitement compris ce qui risquait d'arriver. Il m'a ensuite parlé du testament complémentaire. Madeleine y précisait que je devais recevoir les meubles de la maison, ses carnets de travaux et le petit terrain attenant à la dépendance, parce que j'avais entretenu le lieu et assumé l'essentiel du quotidien. Rien de spectaculaire, rien qui déshéritait tout le monde. Juste une organisation nette, pensée, protégée. En sortant de l'étude, j'ai eu envie d'appeler Françoise et de vider 4 années de silence dans son oreille. J'ai même ouvert son contact. Puis j'ai pensé à la phrase de Madeleine, les gentils aussi ont le droit de se défendre. Pas de se défouler. De se défendre. Alors j'ai appelé Sarah. Sarah était une amie proche, avocate en droit civil à Paris. On s'était rencontrés des années plus tôt sur un chantier où je refaisais l'électricité d'un cabinet et où elle m'avait expliqué, très sérieusement, que mon devis était plus lisible que certains contrats qu'elle recevait. Depuis, on se voyait de temps en temps pour un café, un cinéma, parfois un dîner improvisé quand nos semaines nous laissaient respirer. Je l'ai retrouvée le soir même dans un bistrot près de la gare de Lyon, après avoir pris le RER. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son verre d'eau devant elle, son stylo à la main. Quand j'ai fini, elle a soupiré.
Tu as envie de les appeler et de leur dire que tu sais tout. Oui. Ne le fais pas. Sarah. Non. Tu ne vas pas gagner parce que tu cries plus fort. Tu vas gagner parce qu'ils ont laissé des traces. Sauvegarde tout. Les messages, les vocaux, les documents. Tu exportes la conversation WhatsApp. Tu notes les dates. Tu fais une chronologie. J'ai l'impression d'attaquer ma propre famille. Tu ne les attaques pas. Tu arrêtes de te laisser encercler. Ce n'est pas pareil. Elle m'a fait transférer les vocaux sur mon ordinateur, sauvegarder les captures sur un disque externe, photographier les post-it de Benoît, scanner la note de Madeleine. Puis elle m'a dicté un email sobre, presque sec, à envoyer à Françoise, Patrick et Benoît. Afin de pouvoir examiner sereinement toute proposition relative à la maison de Madeleine, merci de me transmettre l'intégralité des échanges avec tout acquéreur potentiel, ainsi que les estimations, mandats signés ou envisagés, promesses. Lettres d'intention et documents préparatoires. Dans l'attente, je ne signerai aucun accord. J'ai relu 3 fois avant d'envoyer. Pas d'insultes, pas de reproches, pas de phrases tremblantes. Juste une demande. Françoise a répondu en moins de 10 minutes. Tu dramatises. Il n'y a aucun secret. Benoît te renverra ce qui est utile. Puis, sans doute agacée ou pressée, elle a transféré un fil de mai. Elle avait voulu couper l'historique, mais elle l'avait mal fait. En dessous du message récent, il restait plusieurs échanges avec un promoteur local, une société qui achetait des maisons avec terrain pour créer 2 ou 3 lots. Je les ai lus dans la cuisine de Madeleine, debout devant l'évier. Dans un message datant d'avant l'enterrement, Françoise écrivait « Nous sommes d'accord sur le principe familial. Mon neveu occupe actuellement la maison, mais il est fatigué, il signera. Il n'a pas les moyens de se battre. » Plus bas, le promoteur demandait si tous les ayants droit étaient alignés. Françoise répondait « Oui. Nous nous chargeons de lui faire signer l'accord. » Il y avait aussi une mention d'avance, afin de réserver l'opération. Une somme que Françoise avait sollicitée avant même que quoi que ce soit régularisé. Patrick apparaissait en copie sur 2 messages. Benoît avait écrit « Je m'occupe de présenter le document de manière simple pour éviter qu'il panique. Je n'ai pas cassé de verre. Je n'ai pas crié. J'ai appelé Sarah. Transfère-moi tout, a-t-elle dit. Et respire. Ils ont écrit que je n'avais pas les moyens de me battre. Alors on va leur montrer que tu as au moins les moyens de lire. Maître Legrand a proposé une réunion officielle à l'étude, avec tous les héritiers concernés. Françoise a accepté immédiatement, persuadée, je pense, que le notaire allait me remettre à ma place. Patrick a écrit dans le groupe « Enfin ». Benoît a ajouté « Bonne chose. On va pouvoir clarifier dans un cadre neutre. » Je n'ai pas répondu. Je savais déjà que le cadre serait neutre. C'est justement ce qui les mettait en danger. Le jour de la réunion, j'ai pris le train jusqu'à Melun plus tôt que nécessaire, même si j'aurais pu venir à pied depuis la maison. J'avais besoin de marcher depuis la gare, de sentir le froid, de me répéter que je n'allais pas là-bas pour régler une dette émotionnelle, mais pour empêcher qu'on me vole quelque chose avec des mots propres. Dans la salle de réunion, une carafe d'eau était posée au centre de la table. Françoise est arrivée avec un manteau beige, un dossier sous le bras, le visage fermé des gens qui se croient déjà offensés. Patrick l'a suivi, lourd, bruyant, tirant sa chaise sans précaution. Benoît avait son ordinateur portable et ce calme professionnel qu'il mettait quand il voulait paraître au-dessus de la mêlée. Ma mère est entrée la dernière. Elle m'a regardé une seconde, puis ses yeux ont glissé vers le sol. Maître Legrand a commencé sans préambule inutile. Nous sommes ici pour clarifier la situation juridique du bien ayant appartenu à Madame Madeleine R. Françoise a voulu intervenir. Maître, avant tout, je voudrais dire que notre seule intention est d'éviter une querelle familiale. Aubert est très attaché à la maison, on le comprend, mais il faut rester raisonnable. Nous allons d'abord parler de droit, a répondu le notaire. Les appréciations familiales viendront ensuite si nécessaire. Patrick a tapoté la table avec son index. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Maître Legrand a levé les yeux. Monsieur, je vous remercie d'arrêter. Le bruit a cessé. Le notaire a expliqué la donation, l'usufruit, la nue propriété, la réserve héréditaire, les droits de chacun.
Il ne dramatisait rien. Sa voix était si calme que chaque mot semblait plus solide. En résumé, a-t-il dit, ce bien ne peut pas être vendu sans l'accord de Monsieur Aubert. Le document qui lui a été présenté ne peut pas produire les effets que vous lui attribuez sans un consentement éclairé, et son contenu appelle plusieurs réserves sérieuses. Françoise a pâli, mais elle s'est reprise vite. Madeleine était âgée. Elle ne mesurait peut-être pas. Madame, l'acte a été reçu dans des conditions régulières. Votre mère était parfaitement capable d'exprimer sa volonté. Nous ne voulions léser personne, a dit Benoît. Le document était une base, rien de plus. J'ai ouvert mon dossier. Mes mains étaient calmes. C'est ce qui m'a surpris. Une base avec une renonciation à recours? Benoît a cligné des yeux. Tu interprètes. Non. J'ai demandé qu'on m'explique. On m'a expliqué. Françoise s'est tournée vers moi. Aubert, personne ne veut te voler quoi que ce soit. À un moment, il faut arrêter de se poser en victime. J'ai sorti les impressions des emails. Tu as raison. Restons factuels. Sarah n'était pas dans la pièce, mais son conseil était là, assis à côté de moi. J'ai lu à voix haute, lentement. Mon neveu occupe actuellement la maison, mais il est fatigué, il signera. Il n'a pas les moyens de se battre. Le silence a changé de nature. Ce n'était plus un silence de contrariété. C'était le silence de gens qui entendent leurs propres phrases revenir au mauvais moment. Patrick a tourné la tête vers Françoise. C'est quoi, ça? Sorti du contexte, a-t-elle dit sèchement. Je peux lire le contexte, ai-je répondu. J'ai continué. La demande d'avance. Le promoteur. La promesse que ma signature était acquise. Le message de Benoît, je m'occupe de présenter le document de manière simple pour éviter qu'il panique. Benoît a levé les mains. C'était maladroit, d'accord. Mais on essayait d'éviter que tu partes dans tous les sens. En me faisant signer un papier que je n'avais pas compris. Tu compliques tout. Je l'ai regardé. Non. Vous avez organisé une vente dans une maison où je vis encore. Vous avez fait venir un agent immobilier sans mon accord. Vous avez écrit que je signerais parce que j'étais fatigué et pas capable de me défendre. Je ne vous attaque pas. Je réponds enfin. Françoise a frappé la table du plat de la main. Pas fort, mais assez pour faire vibrer la carafe. Tu devrais avoir honte. Après tout ce qu'on a vécu, utiliser des mets privés contre ta famille. Maître Legrand l'a interrompu. Madame, je vous rappelle qu'il y a une différence entre un accord familial et un consentement éclairé. Tenter d'obtenir une signature sur la base d'une présentation incomplète ou trompeuse peut avoir des conséquences civiles sérieuses. Vous me menacez? Je vous informe. Ma mère a alors fait un bruit étrange, comme une inspiration qui se casse. Tout le monde s'est tourné vers elle. Elle avait les yeux rouges. J'aurais dû parler avant, a-t-elle murmuré. Françoise s'est figée. Nathalie, ce n'est pas le moment. Si, justement. Ma mère n'a pas regardé ma tante. Elle m'a regardé moi, enfin. Ta grand-mère m'avait dit qu'elle voulait te protéger. Pas tous les détails, mais assez. Elle m'avait dit qu'elle avait vu le notaire, qu'elle ne voulait pas qu'on te fasse partir comme si tu avais juste gardé les clés au chaud. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tu le savais? Je savais qu'il y avait quelque chose. Je n'ai pas voulu demander plus. Et quand Françoise a commencé à parler de vente, je me suis dit que ça se réglerait, que le notaire dirait les choses, que je ne sais pas. Que quelqu'un d'autre parlerait à ta place. Elle a baissé la tête. Oui. Françoise a soufflé. Tu dramatises. On a tous nos torts, Nathalie. Ma mère s'est tournée vers elle, pâle. Non. Là, c'est toi qui as menti. C'était peut-être la première fois de ma vie que j'entendais ma mère dire une phrase aussi droite à sa sœur. La réunion ne s'est pas terminée par des cris, ni par une grande scène. C'est ça, la réalité, les moments qui changent tout se finissent parfois par des chaises qu'on repousse, des dossiers qu'on referme, des gens qui évitent de se regarder dans un couloir trop propre. Maître Legrand a conclu qu'aucune vente ne pouvait être engagée dans ces conditions. Il a demandé la communication complète des pièces. Sarah, de son côté,
a envoyé une mise en demeure à Benoît pour qu'il cesse de diffuser dans le groupe familial des messages laissant entendre que je bloquais illégitimement la succession. Elle lui demandait aussi de rectifier par écrit certaines accusations. 2 jours plus tard, Benoît a écrit dans WhatsApp, après vérification, certains éléments juridiques n'avaient pas été correctement présentés. Aubert dispose de droits spécifiques sur le bien. Je retire mes précédents messages pouvant laisser penser qu'il bloquait abusivement la situation. C'était raide, humilié, probablement rédigé avec l'aide de quelqu'un. Mais c'était écrit. Le promoteur s'est retiré dès qu'il a compris que le dossier était contesté. Il n'avait aucune envie de perdre du temps dans une affaire familiale mal ficelée. L'avance que Françoise avait obtenue, elle a dû la rembourser. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait déjà utilisée pour combler une partie des dettes liées à un gîte qu'elle avait acheté avec son mari dans l'Yonne, un projet dont elle parlait comme d'un investissement intelligent et qui lui coûtait beaucoup plus qu'il ne rapportait. Patrick a prétendu qu'il n'avait pas compris ce qu'il signait avec elle. Peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'il avait simplement cru qu'intimider remplaçait comprendre. Dans tous les cas, il s'est retrouvé associé à une démarche douteuse, avec des frais d'avocat et une réputation familiale sérieusement abîmée. Il m'a envoyé un dernier message, « Tu es content maintenant ?» J'ai répondu, « Ce n'est pas une vengeance, Patrick. C'est juste la première fois que tu ne décides pas pour moi. » Je n'ai plus eu de nouvelles. Françoise, elle, n'a jamais vraiment reconnu. Elle a parlé de malentendus, de fatigue, de pression financière, de maladresse. Elle a dit que Madeleine aurait été triste. Peut-être. Mais Madeleine avait aussi écrit noir sur blanc de ne pas signer sous pression. J'ai choisi de croire son écriture plutôt que les regrets arrangés de ma tante. Avec ma mère, ça a été plus compliqué. Elle est venue un dimanche après-midi, sans gâteau, sans sac de clémentine, sans prétexte. Je repeignais les volets du rez-de-chaussée. Elle est restée près du portail, les mains dans les poches. « Je peux entrer ?» J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Dans la cuisine, elle a regardé les carreaux, la table, le buffet. Elle semblait plus vieille que quelques semaines auparavant. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Pas parce que tu as gardé la maison. Pas parce que la vente a échoué. Je suis désolée de t'avoir laissé seule face à eux. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'aurais aimé être le genre de personne capable de pardonner proprement, sur le champ, avec une phrase généreuse. Mais la vérité, c'est que j'étais encore en colère. Tu m'as demandé de ne pas braquer Françoise alors qu'elle essayait de me faire partir de chez mamie. Je sais. Tu savais qu'il y avait peut-être des papiers. Oui. Pourquoi tu n'as rien dit? Elle a serré les lèvres. Parce que j'ai passé ma vie à éviter que ta tante explose. Je pensais qu'en ne disant rien, j'évitais une guerre. En fait, je t'ai laissé seul dedans. Cette phrase-là, je l'ai gardée. Pas comme une réparation complète. Comme un début honnête. Je ne lui ai pas dit que tout était oublié. Je lui ai proposé un café. C'était déjà beaucoup. Les mois qui ont suivi ont été administratifs, fatigants, mais clairs. Il a fallu régler les frais de succession, faire établir les comptes, répondre aux courriers, revoir les assurances, actualiser la taxe foncière, passer chez le notaire encore et encore. J'ai vendu une petite parcelle non essentielle, pas la dépendance, juste une bande de terrain qui intéressait le voisin et qui ne changeait rien à l'esprit du lieu. Ça a permis de payer ce qu'il fallait sans me mettre un fil à la patte. J'ai gardé les carnets de Madeleine dans le buffet. Pas comme des reliques intouchables. Comme des archives de notre vie commune. Parfois, je les ouvre pour retrouver une date ou une note, et je tombe sur des phrases minuscules qui me font sourire. Aubert râle mais il a bien fait, acheter pile télécommande, cerisier encore vivant. J'ai rénové la cuisine en premier. Pas une cuisine de magazine, pas un truc froid avec îlot central et spot partout. Une vraie cuisine, plus chaude, plus pratique, avec des prises bien placées parce que, quand même, je suis électricien. J'ai gardé 2 tasses dépareillées sur une étagère. Le reste, je l'ai donné, vendu, rangé. La maison devait rester habitée, pas devenir un musée. Françoise et Patrick ne viennent plus. Je ne les ai pas bloqués partout dans une grande scène théâtrale. J'ai simplement arrêté de répondre. Aux anniversaires, aux messages indirects, aux phrases transmises par des cousins qui ne veulent pas prendre parti. Benoît m'a recroisé une fois à la gare. Il a regardé son téléphone avec beaucoup d'attention.
Avec ma mère, on avance prudemment. Elle passe parfois le samedi matin. Elle ne me donne plus de conseils sur ce que je devrais accepter pour préserver la paix. Elle apprend, je crois, que la paix obtenue en demandant toujours au même de se taire n'est pas de la paix. C'est juste du confort pour les autres. Un matin de mai, j'ai sorti le pot de peinture verte que j'avais acheté depuis des semaines. Le portail avait besoin d'être poncé, réparé, repeint. Avant, je repoussais toujours. Il y avait un rendez-vous médical, une facture, une fuite, un appel, une urgence. Cette fois, personne ne m'attendait à l'intérieur avec une liste de choses à faire. J'ai poncé lentement. Le vieux bois accrochait sous mes doigts. La rue était calme, sauf le passage d'un bus et les voix des voisins qui partaient au marché. Madame Collin, la voisine, s'est arrêtée devant la grille. « Vous le gardez vert, alors ?» J'ai regardé le portail, le jardin, le cerisier malade qui avait encore donné quelques fleurs. Oui. Mais pas exactement le même vert. Elle a souri. Ça lui aurait plu. Peut-être. Peut-être pas. Madeleine avait ses avis sur tout, surtout sur les nuances de peinture. Mais pour une fois, je n'ai pas cherché à deviner ce qu'elle aurait voulu. J'ai choisi la couleur que moi, j'avais envie de voir chaque matin en rentrant de chantier. Pendant longtemps, j'avais cru que protéger cette maison voulait dire rester coincé dedans, payer ma place avec ma fatigue, ma disponibilité, mon silence. Maintenant, quand j'ouvre le portail et qu'il grince encore un peu malgré l'huile, je n'entends plus un rappel à l'ordre. J'entends juste une vieille maison qui continue, et moi avec elle, mais à ma façon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.